Matera était l'archétype de cette période-là, dans le sens où on a dépensé de manière inefficace trop d'argent qu'on avait levé. En revanche, Matera repose sur des fondamentaux qui sont extrêmement solides et qui aujourd'hui nous permettent d'atteindre la rentabilité l'année prochaine et de continuer à grossir parce qu'on a des relais de croissance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et d'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute. Je trouve que mon invité aujourd'hui est le fils spirituel de deux de mes anciens invités. Je précise, je pense à Grégoire Gambato, et Benjamin Guignot. Grégoire pour le côté cash, entier, sans filtre, impertinent, et Benjamin pour le côté soldat, solide, qui s'attaque à un marché régulé, et qui, même si il en prend plein la tronche, il tient bon. Je reçois Raphaël Dumeglio, aujourd'hui, un entrepreneur au cuir épais et aux avis parfois tranchés, qui depuis 2017 s'est lancé le défi de repenser le business du syndic de copropriété. Vous allez voir qu'il s'est pas arrêté là. Mais 100 000 clients plus tard et 50 millions d'euros levés, l'affaire est désormais bien lancée et il est temps pour nous de décortiquer ensemble la machine Matera. Salut Raphaël, merci de faire un stop au micro d'Innovation Leaders. Salut, merci beaucoup pour l'invitation et très honoré des références que tu as introduites. Je pense que Ornicar, ça a toujours été un exemple pour nous parce qu'en effet, ils ont été très attaqués par toute une profession qui cherchait à garder son précaré. Et Grégoire Gambato, je connais pas, mais bon, c'est vrai que peut-être qu'il a donné le ton à pas mal d'entrepreneurs sur, je sais pas, comme se lâcher un peu sur ce qu'on pense et ne pas avoir peur d'écrire des choses, notamment sur LinkedIn. Et accepter l'idée que tout le monde nous aime pas, ouais, et d'être clivant parfois. Exactement, ouais. Bon, et c'est vrai que tu ses opinions. Tu t'y mets un peu, j'ai l'impression. Bon, en tout cas, content d'explorer ensemble les années passées de Matera et de voir un peu ce que l'avenir réserve. Matera, éminent membre de la PropTech française que tu as lancé, si je dis pas de bêtises, sur les bancs de l'école. Tu peux me raconter un peu comment le projet se lance au départ? Ouais, carrément. Écoute, on est en 2017. On est sur les bancs d'une école de commerce et mon associé et moi, enfin mon futur associé à l'époque, Victor, on réfléchit un peu, tu vois, le week-end ou au bar de l'école à l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'on va faire par la suite, quel va être notre premier job, etc. Et lui me dit, en fait, on n'a aucune contrainte financière, pas d'engagement vis-à-vis d'enfants, de budget de mariage à prévoir, de contraintes imminentes, et c'est le moment parfait pour entreprendre. Et si on le fait pas maintenant, on le fera jamais. Et moi, j'étais un peu frileux. Je disais ouais, peut-être faire avocat, peut-être bosser en fonds d'investissement, etc. Et en fait, c'est vraiment lui qui m'a entraîné dans l'entrepreneuriat et qui m'a mis un peu le coup de pied au cul. Alors moi, c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Et on avait un business familial, on avait un petit restaurant dans le 17e arrondissement à Paris. J'avais fait un tour des startups en Asie. Enfin, c'était quelque chose qui m'intéressait, mais j'avais pas le courage, je pense, de me lancer. Et c'est lui qui m'a vraiment mis ce petit coup de pied au cul. Donc je l'en suis reconnaissant. Et après, on a commencé à réfléchir à l'envie d'abord était de créer quelque chose, et après on a réfléchi au marché, au projet. Exactement. Et l'envie était de créer quelque chose et de créer quelque chose ensemble aussi, je pense, parce que on avait pas mal d'affinités sur des grands enjeux de notre époque, sur ce qu'on avait envie de faire, nos valeurs, etc. Et je pense que c'est pas anodin aussi qu'on ait entrepris ensemble. Ok. Et Victor, aujourd'hui, je crois qu'il est plutôt côté CP, côté product, hein? Exactement. C'est le Chief Product Officer. Et toi, tu es le CEO. Et moi, je suis le CEO, exactement. Et alors, raconte comment on en vient à la phase d'idéation, comment on trouve le projet de Matera. Ouais, écoute, on réfléchit, on regarde beaucoup de vidéos sur l'entrepreneuriat, pas mal de vidéos de Coup d'État, qui était une chaîne qui avait été lancée par The Family, où il y avait le maintenant Oni Oussama Ammar qui disait trouver un problème sur un secteur et construisait une solution scalable pour répondre à ce problème-là. Et on regarde un peu ce qui se passe dans l'immobilier. Moi, j'achète un appartement à Saint-Ouen, je reçois des appels de fonds de mon syndic, je n'y comprends rien, je trouve ça très cher, j'arrive pas à joindre mes copropriétaires, mes voisins. Et donc, j'en parle un petit peu à Victor. Je me rappelle dans le jardin,
en face de chez ma mère, et je lui dis bah voilà, j'ai reçu ce truc, il y a un métier qui s'appelle le syndic de copropriété, ça vaudrait le coup de regarder un petit peu ce qui se fait là-dedans. Et donc là, on lance beaucoup d'interviews de gens, donc des copropriétaires, des syndics, des associations de copropriétaires. Et on se rend compte que c'est un énorme marché, 600 000 copropriétaires en France, 800 000 en Allemagne, que l'insatisfaction des clients est genre gigantesque. Dès qu'on parle de syndic à des gens, ils disent c'est horrible, machin, etc. J'ai des expériences désastreuses. Et donc, on se dit, bah, c'est parfait. Et on va se lancer sur ce secteur. Et en fait, au même moment, il y a aussi un pote de pro qui s'appelle Firmin Zocchetto qui avait lancé pendant son année de césure PayFit, où en fait il développe une plateforme, un SaaS pour permettre aux entreprises de gérer leur paye sans avoir à dépendre d'un comptable. Et donc nous on se dit bah en fait ce modèle-là a l'air intéressant du SaaS, etc. Et puis ça correspond bien à la résolution du problème chez nous à la racine. On va développer une plateforme qui va permettre aux gens de gérer leur immeuble directement sans avoir à dépendre d'un gestionnaire de copropriété. Et 2017, on se lance. Victor va faire le wagon à Lille. Il apprend à coder. On va chercher les premiers clients et là, la machine est lancée. Vous aviez vu si ce modèle-là existait, modèle SaaS dans la gestion de syndic ailleurs, en Europe ou aux États-Unis? Alors, on n'avait pas trop regardé en Europe ou aux États-Unis. On avait surtout vu qu'il y avait un autre acteur qui existait déjà, qui s'appelle Coprolib, et qui était en fait un entrepreneur chez lui, qui avait construit ça au début pour lui, pour gérer son immeuble, et qui s'était dit, bah en fait, il y a peut-être d'autres gens qui sont intéressés par ce truc-là, et du coup, qui avait étendu un peu une communauté de 600, 700 immeubles comme ça, sans dépenser 1 euro en marketing, et juste qui avait réussi à répandre un peu ce modèle-là à son échelle. Tu vois, l'entrepreneur un peu artisanal, etc., avec un produit fonctionnel, pas le truc qui scale énormément, mais une petite PME comme ça. Et en fait, on s'est dit, bah, si lui, il a réussi à faire ça avec ses moyens, bah nous, il y a vraiment l'opportunité de faire un gros truc à plus grande échelle, quoi. Et donc, c'est vrai que cet entrepreneur qui s'appelle Jean-Luc Bernet, qui a monté Coprolib, bah, ça a été une source d'inspiration pour nous. Ok. Et parenthèse, vous êtes resté en contact avec Firmin dans le développement de Matera et vous vous êtes suivi un peu, ou finalement les choses se sont vraiment faites de manière parallèle et vous n'avez pas plus confronté vos projets et votre développement que ça? Non, carrément. Enfin, Firmin, il avait commencé, je pense, quasiment 1 an et demi, 2 ans avant nous. Et moi, je lui ai souvent sollicité pour avoir des conseils, pour avoir un peu des marqueurs, tu vois, OK, t'en es où en termes de revenus, comment tu structures ton équipe, comment tu t'organises avec tes cofondateurs quand la boîte évolue. Enfin, non, Firmin, on est resté très proches et il nous a filé plein de conseils. Et raconte un peu, quand tu décides de t'attaquer à ce marché, il y a quand même une base légale qu'il faut se palucher, qui est quand même assez costaud. Donc vous êtes rentré dans les textes avec Victor pour comprendre les tenants et aboutissants de je suis autorisé à faire ci ou à faire ça ou pas du tout. Enfin, voilà. Exactement. Un showstopper dès le départ en disant il faut une licence, mais d'ailleurs dans la tête, je sais pas d'ailleurs si c'est parce que c'est très régulé comme marché. Ouais, c'est très réglementé. Et en fait, ça, c'était plutôt un côté excitant pour nous. On se disait, bah, en fait, plus il y a de complexité, plus il y a d'opportunités. Moins il y a peut-être de monde qui s'est affranchi de tout ça. Exactement. Et du coup, on s'est dit, bah, en fait, on va aller voir à la racine, à la source, comment ça fonctionne, quoi. Et on va pas écouter trop ce que les professionnels du secteur nous disent, tout, etc. On va vraiment prendre le texte de loi, tu vois. Et sur la copropriété, bah, c'est une loi qui s'appelle la loi de 65, le décret de 67 qui façonne tout ça. Et en fait, il y a écrit dans la loi que l'immeuble, soit il est géré par un syndic professionnel, donc une agence immobilière, tu vois, un gestionnaire de copropriété, soit les copropriétaires peuvent gérer eux-mêmes directement leur immeuble en syndic coopératif. Et c'est un modèle qui existe depuis la fondation de la loi, depuis la création de la loi. Et en fait, du coup, c'était parfait pour nous parce qu'on se dit, en fait, il y a une base légale à ce que notre modèle fonctionne, quoi. Et en même moment, il y avait quand même des Hitch, des Uber, des Airbnb, etc., qui surfaient quand même sur un truc un peu gris où en fait, on savait pas trop les auto-entrepreneurs, les professions réglementées, etc. Mais nous, on avait une base légale. C'était clair. Voilà, nous, c'était clair, tu vois. Et c'était idéal pour nous. Je sais pas si moi j'aurais eu le courage de monter un Hitch sur un truc un peu bancal, fragile, un peu où tu te dis, fragile, du jour au lendemain, ça peut basculer. Ouais, exactement. Et là, nous, ça nous a vachement rassurés. Du coup, on s'est dit, bah, on y va plein gaz, syndic coopératif. Et là, du coup, tu décides un peu comme PayFit de contourner, on va dire, l'acteur principal qui est l'expert comptable un peu, ou l'acteur de paye comme PayFit contourne. Qu'est-ce qui fait que vous contournez les syndics et que tu dis pas un peu, alors, Nicard, je vais acheter un syndic et je vais scaler ça en mode grâce au digital? Ouais. Bah, en fait, notre constat initial, c'est de dire, le modèle actuel des syndics est
et ne fonctionne pas structurellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être rentable, un syndic, un gestionnaire de copropriété doit avoir 50 copropriétés à gérer et il n'a aucun temps opérationnel à accorder à chacun des immeubles. Et du coup, la qualité de service est mauvaise. Quand on a des problèmes, il dure dans le temps. J'ai une fuite d'eau, ça fait 6 mois que ça dure. J'ai posé une question comptable, on m'a jamais répondu, etc. Mais parce que le modèle structurellement n'est pas rentable financièrement pour les entreprises et du coup on accumule des immeubles par gestionnaire et ça fait qu'ils ont une mauvaise qualité de service. Et du coup nous on trouve le modèle où en fait on permet aux gens de gérer directement via notre plateforme sans que ça leur prenne de temps et sans que ce soit complexe, comme un modèle extrêmement vertueux parce que on n'a plus ce goulet d'étranglement du gestionnaire qui doit tout gérer, mais en fait le conseil syndical sur place peut gérer les petits problèmes du quotidien. Et nous on est là en backup sur automatiser les trucs chiants de compta, d'assemblée générale, d'appel de fonds, etc. Et donc on considère vraiment que ce modèle-là, pour en tout cas une grande partie du marché, tu vois, il y a 600 000 copropriétés en France. Aujourd'hui on en a 8 000, mais peut-être que ce modèle-là on est assez confiant pour que ce modèle-là continue à grossir. Ce modèle-là est le plus vertueux et fonctionne extrêmement bien si on fournit le bon outil et le bon accompagnement aux clients, quoi. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais voulu être syndic nous-mêmes, quoi. Ok, c'est parce que tu as une vision différente du marché et que tu penses que le syndic n'est pas forcément adapté à tous. Est-ce que ça veut dire Exactement. Que quand on décide de squeezer les syndics et de proposer une alternative, tu t'adresses forcément aux petites copros qui peuvent avoir les moyens de se gérer par elles-mêmes? Ouais. Et est-ce que du coup ça a une incidence sur ton positionnement ou tu t'attaques à tout type de copro, toi? Alors on a pas mal itéré sur ce sujet-là. Au début on disait voilà. Ouais, carrément. Est-ce qu'on attaque les grands comptes ou plutôt les PME ou le TPE? Exactement. Et tout est une question de segmentation, d'efficacité, de product market fit. Maturité aussi, accessoirement, parce que... De maturité, tout à fait. Aujourd'hui, en fait, ce qui est dur chez nous, c'est que c'est pas des critères objectifs qui sont liés à la taille de la copropriété. C'est plutôt des critères subjectifs qui sont liés à la qualité du conseil syndical et son degré d'implication. En fait, pour te donner un exemple, on a une copropriété qui fonctionne super bien à La Réunion et qui fait 350 appartements. Quand on a commencé la boîte, on nous disait mais votre modèle il est génial pour les petites copros de moins de 15 apparts, machin, etc. Au fur et à mesure, on a signé des copropriétés de plus en plus grosses et une copro de 350 appartements à La Réunion qui fonctionne super bien. Et en fait, c'est lié à quoi? C'est lié à la qualité du conseil syndical et à son degré d'implication. Donc aujourd'hui, on essaye de filtrer pas mal sur des critères qui sont plus subjectifs, liés à en fait combien il y a de membres, est-ce qu'ils sont motivés, est-ce qu'ils ont des compétences en interne, etc. Plutôt que uniquement à la taille de copropriété, même si ça peut être un bon indicateur, quoi. Donc on a vraiment un sweet spot, j'ai envie de dire, sur des copropriétés qui vont jusqu'à... Okay. En fait, tu vas presque plus aller chercher les critiques sur Google. Ouais, exactement. Donc on va avoir un sweet spot sur Google et là où il y a le plus de critiques, c'est qu'a priori il y a un pain, quoi. Il y a un pain, mais après il nous faut quand même un conseil syndical qui est un peu averti et un peu impliqué dans la copropriété. Oui, qui est ouvert. Exactement. Ouais, clairement. Bon, on regarde un peu sur les... Toi, tu es dans la 6e année de Matera. Quelles ont été les grandes phases de ce développement entre le moment où tu te lances et le moment où tu scales? Voilà, t'es passé par quoi comme phase? Je sais pas si c'est simple comme question, mais... Non, c'est intéressant. Est-ce que tu arrives à décortiquer des grandes phases? Ouais, carrément. En fait, il y a une phase de on crée la boîte jusqu'à aller, on va dire, la première levée de fonds, mettons. Et là, en fait, il faut créer un premier produit, aller chercher ses premiers clients, trouver le troisième associé CTO, commencer à discuter avec des fonds, commencer à itérer sur le produit, recruter les premières personnes et générer ses premiers revenus. Voilà. J'ai envie de te dire, ça va jusque-là. Ensuite, donc on lève un seed. Ça dure 1 an et demi. Ok, quand même. Ouais. Ouais, parce qu'on a quand même un produit avec pas mal de complexité. Faut modéliser de la compta, des assemblées générales, tout est imbriqué à l'état daté quand tu vends ton appart, etc. Et en fait, tu peux pas vendre un produit où il y a que 50% parce que tu as besoin de tout pour pouvoir gérer la copropriété et tu peux pas vraiment vendre un truc inachevé, quoi. Donc ça dure 1 an et demi. Après, on fait notre seed. Donc là, on commence à dépenser de l'argent en marketing, avoir des articles dans la presse. Et donc là, on commence un petit peu à grossir. C'est-à-dire que on va recruter des personnes pour gérer les clients alors que c'est nous qui gérions tout le monde, des commerciaux alors que c'est nous qui signons tout le monde. Et donc là, il y a une première phase de croissance qui va durer 1 an, où en fait, on confirme un petit peu le modèle. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a
un gros intérêt pour notre offre, notre produit qui continue à s'améliorer et de l'attraction, quoi, j'ai envie de te dire. Et donc là, on lève notre série A. Donc je te le fais en fonction des levées de fonds, quoi, finalement. Et là, à partir de la série A, là c'est plutôt recruter des profils un peu plus seniors, structurer l'équipe, structurer notre modèle, continuer à grossir très rapidement jusqu'à la série B, où depuis la série B, en fait, c'est devenu très l'efficacité. En fait, c'est comment est-ce que tu montres que ton modèle, en fait, il va pouvoir générer de la croissance tout en étant efficace, rentable, et que ta boîte a vocation à devenir un gros acteur de l'immobilier par la suite, parce que c'est plus pertinent que d'autres, parce que tu as montré que tu avais un niveau de marge qui était suffisant, un niveau de croissance qui était suffisant, un niveau d'efficacité au global financière qui était intéressant. Et voilà, c'est un peu les phases. Alors il y a plein de trucs entre-temps sur du recrutement, des procès, des clients, de machin, etc. Mais c'est un peu comme ça que je le structurais, quoi. Ok. Et sachant que ce qu'on ne dit pas, c'est que toi, t'as attaqué par le syndic, mais tu t'es quand même un peu diversifié. Je sais pas si ça reste toujours très lié au syndic, mais aujourd'hui, tu représentes presque plus un écosystème qu'une seule offre, quoi. Ouais, tout à fait. Et alors ça, pour le coup, ça a toujours été un peu notre vision initiale, et c'est un peu ce qu'on nous a dit dès le début, en fait. C'est que la gestion de copropriété, c'est une porte d'entrée dans l'immeuble pour aller ensuite aussi vendre d'autres services. Et quand on parle de notre vision, on parle vraiment d'un écosystème ou d'un one-stop shop pour vendre tout ce dont tu as besoin pour ton logement. Si tu as besoin d'une assurance, de la gestion locative, de la transaction, des travaux, etc. Nous, notre vision à long terme, c'est que tu viennes chez Matera et pour toutes ces problématiques-là, et que tu aies quelque chose de qualitatif au bout. Et là, on a commencé à le mettre un peu en œuvre. C'est-à-dire que, en effet, tu vois, t'as ton revenu qui croît, mais tu sens que ton revenu aussi, peut-être sur ton secteur initial, au fur et à mesure, ça va être de plus en plus dur d'acquérir des nouveaux clients. Et du coup, il faut des relais de croissance pour la suite. Donc nous, ça a été l'ouverture de l'Allemagne, ça a été récemment le lancement d'un produit sur la gestion locative, qui est beaucoup de synergie avec la copropriété. Et ça a été le lancement aussi de l'assurance multirisque immeuble, qui pareil grossit avec notre part de clients. Bon, tu parlais de quelques procès. Je sais pas, je crois que t'en es à 8, si je dis pas de bêtises. Chez Handicap, ils en sont à 11, ou un peu plus. Visiblement, t'es toujours là. Comment s'est passé l'accueil de tes confrères au moment où tu t'es lancé? Parce que tu dis que tu les as interviewés au départ, donc tu t'as évoqué avec eux ton projet. Ouais, tout à fait. Comment tu t'es fait recevoir? En fait, je me suis vraiment fait une raison là-dessus. C'est-à-dire que tu as 10% de gens qui sont des énervés, qui prennent toute la place médiatique, qui racontent n'importe quoi sur les réseaux, racontent n'importe quoi dans les journaux, etc. Ensuite, tu as 90% qui sont en fait des gens qui font juste leur boulot, qui sont curieux, qui sont agréables. Aucune jalousie. Aucune jalousie, et qui sont sympathiques. Donc, au début, on a eu des menaces, des 10% d'énervés. On a eu des gens curieux, des 90%. Et ça restait acceptable pour nous. Et après, en fait, quand on a commencé à prendre des parts de marché, à lever des fonds, à scaler, à grossir, là, ça a commencé à devenir un peu inquiétant pour eux, parce que c'est vraiment, si tu veux, un business de rente où aujourd'hui, c'est très dur de changer de syndic. Peu importe si ton gestionnaire fait du bon taf ou du mauvais taf, il a tendance à être renouvelé parce qu'il y a très peu d'innovation, très peu de nouveaux acteurs, et du coup, il y a très peu d'offres. Ils rendent la transition tellement compliquée que les gens sont découragés de changer de syndic. Donc, c'est vraiment un business de rente où tous les acteurs en place ont intérêt à ce que rien ne bouge et qu'il n'y ait pas d'innovation et qu'il n'y ait pas de nouveaux entrants, quoi. Et donc, ils sont très organisés parce qu'il y a des syndicats de syndics qui sont très bien reçus au ministère du Logement, tu vois, qui sont très organisés, qui font des actions concertées. Donc, à partir du moment où on a commencé à grossir, c'était plus... avant, c'était un peu des menaces individuelles, etc. Il y avait des mecs qui m'appelaient sur mon téléphone. Il y avait... on prenait un petit déjeuner avec un gros acteur qui nous disait voilà, n'allez pas trop loin, etc. Après, ça a été très judiciaire, donc voilà, c'était des initiatives de procédure, etc. Et là, ça commence un peu à se stabiliser, tu vois, genre bon, ils se disent peut-être qu'au bout de 6-7 ans, Matera, voilà, 8000 copropriétés, quatrième acteur en termes de nombre de copropriétés, ils vont être rentables, peut-être que ça a plus de sens ce qu'on est en train de faire, et il y a peut-être une autre approche
à voir avec nous. Donc voilà, ça se stabilise pas mal. Puis ils voient aussi que t'es bon. Malheureusement encore, t'es pas en train d'absorber tout le marché. Et puis il y a des concurrents qui vivent et il y a peut-être de la place pour plusieurs acteurs en tout cas. Exactement. Bon, il y avait pas j'avais lu, je crois, un de tes messages une fois qui parlait de ça, qui parlait d'un type qui avait voulu investir et puis qui finalement n'a pas pu parce que il correspondait pas à ta cible et tu te voyais pas bosser avec lui, mais qui au final t'a attaqué par derrière parce que, au début il voulait être ami, puis comment ça s'est passé exactement? Écoute, c'est un des gros acteurs et il fait venir pitcher 5-6 startups dans un immeuble à côté de la Seine. 5-6 startups qui défilent devant lui, dont WeMaintain, enfin tu vois d'autres acteurs comme nous qui sont devenus assez gros aussi. Et après ils disent bah voilà, on est intéressé par investir. Bon nous finalement il n'y avait pas un fit particulier, on se disait c'était pas le bon moment pour faire rentrer un corporate chez nous. Donc on dit non. Après tu vois c'est le petit déjeuner, tu fais un petit déjeuner avec eux, ils te disent bah voilà. Faites pas trop de remous, genre je sais plus ce qu'ils disent, tu vois, des formules très. Je me rappelle, tu vois, je leur dis est-ce que c'est des menaces, machin, de manière très naïve, tu vois, tu fais un peu l'abruti. Et après c'est bah voilà, on n'a pas réussi à investir, on n'a pas réussi à genre prendre le contrôle sur la boîte, et bah du coup on cherche d'autres moyens. Et bah d'autres moyens, ça peut être des moyens judiciaires, ça peut être via justement des actions de syndicats, etc. Et après c'est de la bataille médiatique. Donc voilà, et en fait tout ça n'est qu'une question de part de marché. Et tout ça n'est que commercial. Et eux, ce qui a été marrant de voir, c'était qu'ils ont pu en fait créer un sentiment d'appartenance, je pense, parmi des grandes boîtes qui se disloquaient un peu, tu vois, parce que les grandes boîtes du secteur, c'est quand même des gens qui souvent sont des boîtes très financiarisées, donc sous LBO, etc. Donc qui ont des gros objectifs de croissance, qui envoient des gestionnaires de copropriété sur le terrain, où en fait c'est eux qui vont en assemblée générale à 20h se faire engueuler par les copropriétaires. Et donc je pense que l'ennemi commun Matera, ça a été un très bon moyen de galvaniser les troupes autour de mais regardez, ils critiquent votre métier, ils critiquent votre raison d'être, votre existence. Il faut aller se battre pour en fait qui vous êtes quoi. Et je pense que Matera était un très bon catalyseur chez ces boîtes-là. Et franchement, on en est très fiers quoi. Genre tant mieux pour elle quoi. Ouais, canon. Et tu peux nous donner quelques chiffres un peu sur qu'on se rende compte de Matera. Donc, on parlait de 50 millions d'euros de levée de fonds depuis le début. Ouais, et en termes absolument. de people, vous représentez quoi? Tu parlais de 8000 copropriétés. Ouais, on a 8000 copropriétés, donc un peu plus de 120 000 copropriétaires, je crois. On a 200 salariés, donc c'est 180 en Allemagne et 180 en France et 20 en Allemagne. Et après maintenant, donc ça se répartit un peu sur la copropriété, sur la gestion locative, sur l'assurance. On a plusieurs un peu lignes de business. Et là, le gros relais de croissance, ça va être l'Allemagne et la gestion locative. Ouais. Avant de parler de l'Allemagne, l'organisation interne, c'est un vrai sujet quand tu as une croissance comme la tienne et qui en plus rajoute des nouveaux services ou des nouvelles presque des nouveaux produits en fait, des nouvelles offres en tout cas. Comment est-ce que les équipes sont organisées? Est-ce que c'est par produit, par offre? Est-ce que c'est plutôt par voilà, je te laisse t'exprimer là-dessus, mais brièvement. Ouais, bien sûr. J'imagine qu'il y a eu plusieurs phases différentes là aussi, mais à quoi ressemble l'organisation interne aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, l'organisation interne, tu vois, c'est très lié, par exemple, sur tout ce qui est lié au client, à notre funnel de vente. En fait, tu vas avoir le marketing, ensuite tu vas avoir ce qu'on appelle les SDR, donc c'est les Sales Development Representatives, c'est eux qui rappellent les leads une fois qu'ils sont inscrits le plus rapidement pour être sûr de l'avoir au téléphone, le qualifier et les transmettre aux commerciaux. Donc ensuite, tu as les commerciaux. Ensuite, si les gens signent en assemblée générale, tu as les onboarders, donc c'est ceux qui vont paramétrer la copropriété et sur la plateforme Matera et accompagner le client dans ses premières étapes. Et ensuite, tu as les Customer Success Managers qui sont en fait le référent chez Matera pour les clients dès qu'ils ont des questions. Le but, c'est que les clients deviennent le plus autonomes possible, mais s'ils ont des questions, ils ont toujours des gens en interne pour y répondre. Ça, c'est sur la partie vraiment client-facing. Et après, en produit et tech, on est organisé par ce qu'on appelle squad, dans le sens où tu as un product manager, un product designer et une équipe de dev qui sont liés, en fait, tu en as 4 aujourd'hui, qui sont liés à des ce qu'on appelle, chez nous, des grands metrics de la boîte. Donc, tu en as qui sont liés tu as une équipe qui est liée, par exemple, à la marge. Tu as une équipe qui est liée à l'onboarding des clients, donc ce qu'on appelle Perfect Material Integration, s'assurer que les clients passent le moins de temps en onboarding possible et deviennent le plus autonome le plus rapidement possible. Et après, maintenant, tu as 2 squads sur le rental management, donc c'est la gestion locative, qui sont en charge de développer le produit. Donc, c'est un peu moins structuré autour de KPI, mais grosso modo, c'est construire les premières briques du produit sur la gestion locative, quoi.
Ok. Et donc voilà, donc tu as tous les client facing, les équipes produits et tech, et après tu as des équipes un peu support sur Ops, Finance, Data, RH. Bien. Au niveau tu parlais de l'Allemagne, au niveau de la croissance, Ouais. comment tu te retrouves à aller en Allemagne alors que je t'imaginais un peu plus aller en Italie, je t'avoue, au départ, mais non, visiblement, J'aurais bien aimé. c'est pas le cœur qui a décidé, c'est plutôt la raison. Écoute, à ma grande tristesse, on est en Allemagne plutôt qu'en Italie, mais j'ai écouté plutôt l'intérêt de la boîte que mon intérêt personnel. Et parce que le marché est plus gros, c'est ça? Ouais, franchement, c'est... Donc déjà, pourquoi est-ce qu'on décide de s'internationaliser on lève... Aussitôt, déjà. Ouais, on lève des fonds. C'est relativement tôt, quand même. Ouais, on lève des fonds et les fonds nous disent, les investisseurs nous disent, bah voilà, si vous voulez lever le prochain tour, il faudra montrer à des investisseurs potentiels que votre marché il est pas franco-français, mais qu'il est européen et que du coup la part du gâteau est suffisamment grande pour que ce soit intéressant pour eux d'investir. Donc c'est vrai que c'est très lié à ce qu'on appelle l'equity story de la boîte, qui est de montrer à des investisseurs que le potentiel de la boîte est suffisamment important pour qu'ils aient des retours intéressants. Donc après, tu screens un petit peu l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, etc. On a beaucoup regardé, il y avait une boîte en Belgique qui faisait la même chose que nous, qu'on a failli racheter. Et en fait, on se dit, on a un produit qui est complexe. Donc déjà, le lancement d'un pays, il va falloir investir beaucoup en produits et tech. On a un cycle de vente qui est assez long. On a des unit economics sur lesquels il faut faire gaffe avec des paniers moyens qui sont assez faibles et des coûts de support qui peuvent être un peu élevés. Et donc, il faut que ce qu'on appelle les unit economics, nos métriques fonctionnent, quoi. Et il se trouve qu'en Allemagne, d'une part, c'est là où il y a la plus grande population d'Europe. D'autre part, c'est là où le pouvoir d'achat, enfin, combien les copropriétaires payent pour la gestion de leur copropriété est le plus important, mais quasiment 3 fois plus qu'en Espagne, tu vois. Donc c'est vraiment considérable. Et on se dit qu'en Allemagne, c'est là où ça a le plus de sens, quoi. Et en fait, depuis, j'ai entendu aussi beaucoup d'histoires de gens qui sont d'autres boîtes qui sont lancées en Espagne et qui m'ont dit ce problème-là, c'est que c'est très dur de faire du revenu en Espagne parce que les paniers moyens sont très faibles, quoi. Et l'Allemagne avait vraiment du sens pour ça, c'est que c'est un pays où structurellement les problèmes sont identiques à la France sur la copropriété, des paniers moyens beaucoup plus élevés, un pays où il y a 800 000 copropriétés, donc ça avait vraiment du sens. Et ta niche, entre guillemets, où la lecture et l'espace que tu as d'alternative au syndic existait aussi là-bas? Ouais, et légalement, c'est aussi possible de s'affranchir de son agence immobilière et de gérer la copropriété en direct. Ok. Mais ça, c'est vrai partout en Europe. Ok, ouais. Intéressant. Bon, et t'as pas fait comme nos amis de Luco ou Feu Luco, mais sur le fait d'acheter une société là-bas et de démarrer, t'as décidé de la démarrer from scratch. Le choix se fait comment? Ouais, alors je crois que le choix de Luco d'acheter une boîte, c'était vraiment lié à obtenir la licence d'assurance pour augmenter leur niveau de marge. Et il se trouve qu'il y avait une licence allemande et que comme c'est européen, ils pouvaient l'utiliser pour la France aussi. C'est vrai que idéalement, enfin, je pense que c'est intéressant si tu peux racheter une boîte pour lancer un pays, ça peut être intéressant. Il se trouve que nous, on n'avait pas de compétiteur direct en Allemagne et que, en fait, quand on réfléchit beaucoup à l'Allemagne, etc., il y a Index, qui est un de nos fonds, qui nous dit, il y a un mec qui bossait dans une de nos boîtes, dans une de nos participations, qui s'appelait Drivey, qui est devenu Getaround, qui s'occupait de l'Allemagne pour Drivey France, quoi, et qui cherche un nouveau job. Et donc nous, on se dit c'est parfait. Il a fait 3 ans en Allemagne pour Drivey. On va le rencontrer. Et aujourd'hui, c'est notre country manager encore aujourd'hui, qui s'appelle Gero et qui est super bien. Et ensuite, on a recruté une équipe autour de lui avec 20 personnes. Et aujourd'hui, ça. Donc bon choix au final, ouais. Ouais, super choix. Enfin, franchement, si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. En effet, le panier moyen est plus élevé qu'en France, nos métriques sont meilleures là-bas et énorme potentiel pour se développer. Alors, il y a encore beaucoup de choses à faire pour adapter le produit. Tu vois, ils ont des trucs de règles de chauffage qui sont très particulières, machin, etc., de comptabilisation des frais de chauffage, etc. Mais je suis très content d'avoir lancé l'Allemagne et je suis très content aussi de pas l'avoir cuté quand on a eu des situations où on a dû arbitrer sur nos investissements, tu vois. En 2022, les valorisations des boîtes tech s'effondrent, toute la chaîne de financement sur les startups est impactée. On doit faire des décisions sur nos investissements et on a eu des discussions où en fait est-ce qu'on garde ou est-ce qu'on garde pas l'Allemagne.
Et moi, je me suis pas mal battu pour qu'on garde l'Allemagne. Et aujourd'hui, c'est un énorme relais de croissance et je suis très content qu'on l'ait conservé, quoi. Bon, canon. Et justement, dans ces phases un peu où le marché se tend, alors je sais pas si c'est le marché de ton marché, mais en tout cas le financement de startups se tend, on Ouais. doit avoir un focus un peu plus rentabilité. Ouais. Et c'est là où le choix de se diversifier peut paraître un peu flippant parce que finalement on ne focalise pas tous les efforts sur un sujet, mais on se dilue. Donc potentiellement tu réduis aussi l'impact que tu as dans le marché initial que tu visais. Est-ce que se diversifier, c'est pas fragiliser et éloigner un peu plus la rentabilité de son projet? Ouais, ouais. Alors c'est une excellente question et encore aujourd'hui, j'en discute régulièrement. Ma vision de la chose, c'est si tu fais un plan pour juste atteindre la profitabilité, tu vois, tout pour ton EBITDA, machin, etc. Il y a un énorme risque que tu tues un peu l'âme de la boîte, je pense, et que ce soit un projet qui soit beaucoup moins excitant, avec beaucoup moins de potentiel, que les jambons se barrent, etc. Donc, moi, je suis très content d'avoir fait inconsciemment un choix qui était de dire, en fait, on va atteindre un horizon de profitabilité tout en maintenant des leviers de croissance et en récupérant suffisamment de cash pour faire ce plan et ce scénario-là. Parce que ça nous a permis de shifter vers beaucoup plus d'efficacité financière plutôt que de la croissance à tout prix, mais tout en maintenant l'âme de la boîte sur de l'innovation, sur de la diversification de produits et sur de l'internationalisation. Et tu vois, typiquement un exemple, c'est la gestion locative. Ça fait vraiment sens pour nous parce que, pour une raison qui est assez simple sur ta question sur la diversification de produits, c'est qu'on peut aller vendre à des clients qui sont déjà dans notre base. Aujourd'hui, on a plus de 120 000 copropriétaires clients. Il y en a un certain nombre qui sont copropriétaires bailleurs, environ 40%. Et donc, pour aller générer du revenu sur la gestion locative, on n'a pas besoin d'avoir de frais marketing. Et ça, c'est assez game changer dans ton horizon de rentabilité aussi, parce que tu peux aller générer du revenu sans avoir de frais marketing qui sont associés. Donc certes, tu dois développer un produit, tu dois faire un peu d'effort commercial, mais si tu peux aller générer du revenu supplémentaire sur une base de clients déjà existante sans avoir de coûts marketing qui sont associés, ça peut aussi avoir un impact sur ton horizon de rentabilité. Donc la diversification, certes, ça te demande de l'investissement initial, mais si tu arrives à avoir suffisamment de cash pour que en fait, ça accélère ton horizon de profitabilité parce que t'as pas besoin de coûts de marketing et ça te génère suffisamment de revenus, ça peut être intéressant, quoi. C'est défendable en tout cas et ça peut être un scénario qui peut en intéresser certains. Exactement. Investisseurs. Et puis ça reste un projet excitant aussi pour les investisseurs, tu vois, c'est ça aussi qui est un peu plus de panache et peut-être un peu plus d'un horizon un tout petit peu plus long terme, mais le gâteau sera peut-être plus gros au final. Exactement. Le marché du financement en ce moment vous impacte certainement. Est-ce que le marché de l'immobilier et la crise des taux d'intérêt a une incidence sur vous? Aucune. Nous, c'est vraiment un secteur qui est très contracyclique, en fait, qui est 30% de transactions en moins, on s'en fout total. L'environnement global est que les gens cherchent des économies et que les charges de copropriété, c'est un bon poste où aller faire des économies. Et donc ça peut presque être une opportunité. Donc c'est une opportunité pour nous. On n'est pas sur le secteur on n'a pas de produit sur la transaction, bien que ce soit une mine d'or sur laquelle on est assise, parce que l'année dernière, il y a eu 8000 ventes dans nos copropriétés et on n'a jamais généré un revenu à partir de ça. Mais aujourd'hui, non, on n'est pas du tout impacté par ça, parce qu'on n'a pas d'offre sur la transaction et que le changement de syndic et le passage chez Matera, il est pas lié au volume de transactions et au taux de crédit, au taux des crédits immobiliers, quoi. Ok. Il y a eu de la prise de risque dans ton développement ces derniers temps. On parle de l'ouverture de nouveaux pays, l'ouverture de nouveaux produits. Visiblement quelques succès, parce que quand on voit les chiffres que tu as, ça peut en laisser quelques-uns envieux, visiblement. Est-ce que il y a des erreurs malgré tout que tu as faites en tant que CEO, en tant que manager, en tant que de vision que tu as pu avoir, mais des erreurs que tu aurais aimé faire, aimé éviter? Ouais, carrément. Je pense qu'une grosse erreur qu'on a faite et qui m'a vachement appris en tant qu'entrepreneur, et je trouve que c'est intéressant même pour la suite et même pour notre génération d'entrepreneurs, c'est que on a construit la boîte sur n'écouter que le client et s'en foutre de l'avis des gens du secteur, des professionnels, et vraiment se concentrer sur quels sont les besoins des clients.
Et ça, c'était quelque chose qui était, tu vois, dans l'immobilier, parler d'expérience utilisateur, de qu'est-ce que sont les attentes du consommateur, du client, c'est pas quelque chose qui se fait beaucoup. Et donc c'est aussi ça le succès de Matera, c'est de d'abord partir du besoin client et de pas trop écouter ce qui se dit par ailleurs. Mais après, en tant que entrepreneur, en tant que cofondateur, ce qu'on a fait aussi, c'est se comporter un peu comme des moutons parce que on a levé des fonds comme tout le monde, on a investi énormément et brûlé beaucoup de cash pour chercher de l'hypercroissance comme tous les entrepreneurs, comme tous les autres entrepreneurs de notre génération et comme tout ce que les investisseurs nous disaient de faire, tu vois. Alors que si on avait appliqué un peu la même méthodologie qui était de remettre un peu en question ce que disent les professionnels du secteur, remettre un peu en question ce que tout le monde fait, ce que la manière dont fonctionne l'écosystème et les investisseurs et ce que disent les investisseurs, et ben peut-être qu'on aurait un peu générer nos investissements différemment et de manière un peu plus intelligente. Et je pense qu'on a brûlé à une période de la boîte beaucoup de cash pour en fait assez peu d'efficacité. En ouvrant peut-être des postes en interne qui sont pas forcément les plus efficaces et les plus pertinents, en ayant des dépenses marketing qui sont très peu efficaces, en ayant des segments ou des segments de clients ou de segments d'acquisition qui sont très peu efficaces. Bref, on aurait dû, je pense, plus remettre en question ce que tout le monde disait sur l'hypercroissance, brûler du cash pour aller chercher le plus de croissance, etc. Peu importe l'efficacité. Ça, on aurait dû plus le mettre en question. Et moi, c'est assez marquant pour, je pense, la suite de ma vie entrepreneuriale et même si je devais remonter des boîtes à l'avenir ou comment je gère Matera aujourd'hui, c'est une période qui est assez marquante et c'est quelque chose que j'éviterai de faire par la suite et que j'invite les autres à éviter de faire aussi dans la manière dont ils gèrent. Il y a un peu une attitude enfant gâté, quoi. Tu te rends pas compte que tu pars un peu dans tous les sens et puis en fait tu te poses peut-être moins de questions, t'es un peu moins contraint et donc tu fais pas. Ouais, mais c'est très moutonnier, hein. C'est très moutonnier. Ouais. Et après, regarde, tes investisseurs t'incitent à aller dans cette direction. En plus, c'est pas évident, quoi. Et puis tout le monde s'accordait, était aligné sur l'approche. Bon, en tout cas, il y a une approche toi qui te différencie un peu des autres où t'as pas été tout à fait mouton, c'est sur la transparence, parce que je trouve que dans le projet Matera, on le sent dès le départ, tu communiques relativement régulièrement, même si c'est pas tous les jours. Et dans toutes les coms que tu peux faire, on sent une envie, ou en tout cas, on sent pas de gêne à partager les chiffres, et notamment sur l'actionnariat de ta boîte. Et si je dis pas de conneries, on a 15%, 35 et 55, quelque chose comme ça pour la répartition du capital, avec une partie investisseur, 35 pour les fondateurs et 15 pour les salariés, ce qui est assez ouf comme proportion. Ça vient d'où? Enfin, déjà, la notion de transparence, c'est quelque chose qui est chez toi, chez vous. C'est quelque chose que tu as travaillé parce que ça fait aussi partie du concept startup de communiquer à fond et de mettre des grilles salariales et autres. Mais non, la transparence, c'était une des valeurs fondamentales pour toi, une approche importante? Ouais, depuis le début, j'adore ce concept de la transparence parce que en fait, je trouve que les gens aujourd'hui recherchent à beaucoup s'identifier, soit à des personnes, soit à des projets, et que donner le plus de transparence, ça permet aux gens de le plus s'identifier possible, potentiellement, à la fois sur les réussites et les échecs. Je trouve que ça nous oblige un petit peu, tu vois. En fait, on a communiquer sur quelque chose, donc on va se sentir obligé de le faire par la suite. Moi, c'est comme ça que j'avance aussi à titre personnel, c'est que je m'engage sur quelque chose publiquement, et du coup, après, je suis obligé de le faire parce que sinon, j'ai failli à ma parole, ce qui, dans mes valeurs, est un truc assez important, tu vois. Et donc, la transparence, je trouve que c'est un moteur extraordinaire. Il y a des gens qui le font, je pense, peut-être encore mieux que nous. Il y a Alan a pas mal montré l'exemple. Dès qu'on parle de transparence, ils sont souvent Ouais, carrément. Et non, je pense que et elle se traduit comment en interne, cette transparence? Enfin, si tant est qu'elle elle se voit, et vous avez des meetings réguliers où vous partagez les chiffres sans gêne, je sais pas. Déjà tout le monde a accès à tous les chiffres de la boîte, mais vraiment en 2 clics, quoi. Et ils sont communiqués régulièrement, etc. Mais ça, c'est un pouvoir extraordinaire, c'est que moi je le vois sur les équipes. T'as des équipes qui sont très opérationnelles qui se disent mais en fait quand je fais ça, quel impact ça a sur la marge, quel impact ça a sur le business, etc. Et en fait ce niveau de transparence au sein de la boîte, il a déjà un pouvoir qui est extraordinaire, c'est que tout le monde s'empare ça donne de l'ownership à la performance. De l'ownership, exactement. Et à tous les niveaux de la boîte, et ça franchement jamais je reviendrai dessus, mais c'est tellement puissant que franchement je trouve ça assez extraordinaire. Après, c'est grille de salaire public.
grille de BSPCE publique, les chiffres de la boîte, tout ça est public. Moi, j'aimerais même que les chiffres de la boîte soient, enfin, tu vois, le revenu, la marge, nos coûts, notre EBITDA, etc., soient publics à l'avenir pour le grand public, tu vois. Je pense qu'il y aura aucun obstacle à ça. Et en fait, moi, je vois un truc quand même, c'est que à chaque fois qu'on s'est posé la question de est-ce qu'on rend ça public ou pas, t'as toujours un petit groupe qui va dire mais attention, ça pourrait créer ça, il y a un risque qui est lié à ça, etc. Et en fait, à chaque fois, ce risque est complètement surestimé par ces gens-là. Et ce qui se passe quand tu rends quelque chose public, c'est que les gens disent ah bon, en fait on a tendance à surestimer le risque. Ouais, exactement. C'est en fait les gens s'en foutent et il y a beaucoup moins de risques. Les gens se font toute une montagne de la transparence, alors que voilà, bon, bah t'as communiqué là-dessus, bah tant mieux, tant pis. Voilà, mais en fait, il faut vraiment décomplexer les gens par rapport à la transparence. Je trouve ça hyper important. Les gens ont beaucoup de craintes et beaucoup de peur. Plus de vertus que de risques, d'inquiétude, enfin que de conséquences potentiellement. C'est incommensurable. Le nombre d'aspects positifs comparé au nombre d'aspects négatifs est extraordinaire, quoi. Sachant que le jour où tu décides de plus avoir de transparence sur tes chiffres, il y a de fortes chances que malgré tout, ils soient communiqués et ils sortent quoi qu'il arrive. Bon, ok. Comment on arrive à fixer, on disait 15 tout à l'heure, mais je crois que c'est 12% du capital qui appartient aux salariés, ou c'est ouais, alors là, on a réémis, on a fait un bridge, on a réémis 4%, donc on doit être compenser la baisse de la valo, je crois, hein, c'est ça? Et exactement, ouais. Là, c'est assez fair comme approche. Déjà, c'est du capital que tu réserves aux employés ou qui est distribué pour le coup, intégralement? Alors, il y en a pour les futurs arrivants. Voilà. Okay. Et il y en a qui a déjà été distribué sur les existants. Et puis, on en réalloue à tout le monde, tous les ans. Pour les garder incentivés, quoi. Bon. Et donc, mécanique BSPCE, tu parlais pour la France. Comment tu fais pour l'Allemagne? Ça n'existe pas, si? C'est un équivalent en Allemagne? Ouais, il y a un équivalent, ESOP, enfin, je sais plus ce que c'est. Je me demande si c'est pas des actions gratuites, mais, bref, il y a un équivalent, enfin, je pense soit on utilise des actions gratuites, soit il y a un équivalent BSPCE. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E2KIDEN. Bonne écoute! Il y a un autre fait marquant sur la partie capitalistique qui était le fait que vous aviez émis au printemps dernier, un peu comme comme d'autres l'ont fait. Je pense à Finari, je pense à Gringot, qui a ouvert son capital au grand public pour en faire un véhicule qui est logé à la même enseigne que les investisseurs un peu plus Vifi et on va dire habituels. Là, vous avez, je crois, levé 2 millions par ce biais-là, en mode crowdfunding, voilà. Ouais. Ça vient d'où cette envie-là? C'était aussi pour une envie de créer une communauté et de la proximité avec une partie du public qui voulait participer au projet? Ouais, carrément. En fait, c'est marrant parce que cette question de l'actionnariat salarié et de l'actionnariat de nos clients, en fait, de notre communauté, elle est les deux questions sont très liées autour d'une vision quasi politique qu'on a de la boîte, qui est que il faut une répartition juste de la valeur qu'on crée par la suite. Alors, je pense qu'on n'est pas du tout à un niveau de justice qui est idéal non plus, parce que je me demande toujours, moi, est-ce que 35% pour les fondateurs, c'est pas trop? Est-ce que la quantité détenue par les investisseurs, c'est la bonne ou pas, etc. Donc, je dis pas qu'on a atteint un niveau de justice qui est idéal. Je dis juste que si la boîte marche bien, il faut que tout le monde en bénéficie. Et un bon moyen d'en bénéficier, c'est quand même les actions et le capital. Et donc, permettre aux salariés de bénéficier de la croissance de la boîte ou à nos clients de bénéficier de la croissance de la boîte, c'est juste se rapprocher de quelque chose qui est de la juste répartition de la valeur qui est créée. Et c'est marrant, la question de la transparence est liée aussi. Moi, je pense que notre génération doit aussi essayer d'inventer un peu les entreprises de demain et les modèles de demain. Et l'entreprise de demain, pour moi, d'une part, est très transparente sur son mode de fonctionnement, sur ses chiffres, etc. Et aussi très transparente, et aussi une juste répartition de la valeur et donc de l'actionnariat. Parce que moi, je le vois très bien aujourd'hui, pour grimper dans l'ascenseur social,
avec le salaire, c'est assez compliqué. Avec l'actionnariat et le capital, c'est beaucoup plus facile, quoi. Vu les niveaux de taxation sur lesquels on est, et que je pense qu'ils sont pas forcément à des niveaux qui sont trop hauts, mais aujourd'hui, pour gagner beaucoup d'argent avec ton salaire, c'est quand même très compliqué sur toute la durée d'une vie. Alors que de l'actionnariat, c'est quelque chose qui peut te permettre d'aller beaucoup plus vite, quoi. Et donc voilà, il faut une juste répartition du capital, quoi. Bon, bah, je vois que c'est un sujet qui te tient à cœur. Au niveau juste de la fidélisation des équipes, t'as vu l'efficacité du modèle? C'est difficile à dire. J'ai vu sur certaines personnes, j'ai aussi vu que c'est des modèles qui sont très complexes aujourd'hui. Tu vois, les BSPCE, en fait, t'as des droits d'acheter des actions à un certain prix, etc. Donc, je pense qu'il y a encore de la simplification à faire sur comment on communique dessus, ou alors juste sur le principe même, en fait, en filant des actions gratuites potentiellement, où en fait, t'es directement actionnaire. Mais bon, t'as des charges sociales qui sont associées, donc c'est compliqué. Donc, je l'ai vu sur certaines personnes. J'ai vu que c'était aussi compliqué à appréhender pour certaines personnes. Je pense que les gens sont assez fidèles chez Matera aussi, parce que on a toujours dit que on avancerait aussi loin que ce que chacun avance chez Matera, et qu'on essaie de le mettre de le traduire de manière concrète. C'est-à-dire que même quand on a diminué nos investissements, qu'on a essayé de serrer la vis un petit peu, on a continué à augmenter les gens, par exemple. Et ça, je sais que tu vois, on leur a dit, franchement, la boîte, elle repose aussi sur vous, et c'est important que tout le monde se sente engagé et continue à progresser avec Matera. Donc, on va maintenir les augmentations salariales. Et ça, je sais que a posteriori, c'est quelque chose que les gens ont particulièrement valorisé et qui a été important pour eux. Donc, on essaie vraiment de traduire concrètement des choses qu'on pense philosophiquement, et que la boîte ira aussi loin que ses salariés vont. Bah, c'est quelque chose qu'il faut traduire concrètement dans les chiffres, sur la rémunération, sur les BSPCE, sur l'environnement de travail, etc. Ok. Juste retour des choses et concret. Et au niveau de la relation avec ces investisseurs qui sont des gens du public, justement, est-ce que vous avez construit quelque chose de particulier avec eux, une relation différente, ou finalement elle est noyée, vous avez pas vraiment créé de proximité avec ces gens-là, parce que ça fait quand même beaucoup de monde au final, et c'est pas facile à exploiter. Ouais, tu parles sur nos clients qui sont devenus actionnaires. Le crowdfunding, ouais, exactement. Ouais. Bah, en fait, on est en train encore de boucler l'opération. Donc, c'était en juin ou juillet dernier. On est en train de finaliser les derniers docs, et donc ça a pris pas mal de temps. Mais il y a Green God qui a fait un truc assez efficace et super bien, c'est qu'ils ont créé une boucle WhatsApp avec tous leurs actionnaires. Il y a que eux qui peuvent communiquer dessus, donc ils envoient des news, des photos, des trucs machin. Est-ce qu'on doit ouvrir la Belgique, etc. Et c'est un très bon moyen d'avoir beaucoup de proximité avec cette communauté-là. Et donc c'est quelque chose qu'on va faire nous aussi par la suite. Ok, cool. Bon, je reparle encore de la levée de fonds. 5 ans, 50 millions d'euros de levée, une valo qui était pas loin des 120 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Ouais. Est-ce que Matera, ces dernières années, alors question un peu, désolé, un peu cash, mais est-ce qu'elle n'était pas l'archétype de la Startup Nation des années 2020-2023, où l'argent était facile et on cherchait pas la rentabilité et on vivait grâce aux levées de fonds? C'est un peu caricatural. Parce qu'en fait, si tu veux, les levées de fonds, on vit pas à travers les levées de fonds. Les levées de fonds permettent aussi de construire un produit, construire de la notoriété, acquérir des clients, construire une équipe, améliorer le produit, etc. Donc, Matera était l'archétype de cette période-là, dans le sens où on a dépensé de manière inefficace trop d'argent qu'on avait levé. En revanche, Matera repose sur des fondamentaux qui sont extrêmement solides et qui aujourd'hui nous permettent d'atteindre la rentabilité l'année prochaine et de continuer à grossir parce qu'on a des relais de croissance. Donc, je mettrai un petit peu de nuance et de parcimonie dans ce que tu as exprimé. C'est que certes, on a levé beaucoup d'argent à des valorisations qui étaient hautes, mais ça nous a aussi permis de faire tout ce que j'ai énoncé auparavant. Mais on a dépensé trop et trop sans compter, avec de l'inefficience, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé dans ton management, peut-être, ou dans le processus de décision interne, par rapport au fait que la prochaine levée de fonds va peut-être pas être aussi facile que les précédentes, et donc maintenant il faut chercher de la rentabilité et des projets qui ont du sens? Alors dans le management, pas grand-chose. Enfin, ça a pas trop eu d'impact sur le management, j'ai envie de dire. Ça a plus eu des impacts sur nos décisions d'investissement, quel canal marketing ou pas, la décision de lancer des produits ou des pays ou pas. Bah, j'ai envie de te dire même le focus de certaines équipes en produits et tech.
Aujourd'hui, on a toute une squad qui bosse sur la marge, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Avant, on avait une équipe qui bossait sur la croissance, comment générer plus de leads, améliorer les taux de conversion. Maintenant, on a une équipe qui bosse sur comment avoir plus de marge, tu vois, et comment être plus efficace. C'est vraiment, tu vois, c'est vraiment la stratégie de la boîte qui se traduit dans la stratégie des équipes. Et ça, c'est assez marrant à voir. Mais c'est des problématiques qu'on n'avait pas forcément priorisées avant, mais qui aujourd'hui on en discute au quotidien. Et je pense que l'enjeu pour nous, c'est de maintenir de la capacité d'innovation et de la capacité à créer des relais de croissance, tout en allant chercher cette efficacité financière, quoi. Et c'est un vrai enjeu, quoi. Et votre modèle, je pense à Luco pas mal en ce moment, parce qu'il y a pas mal de boîtes qui doivent être un peu inquiètes. Une fin à la Luco est possible pour Matera, à savoir votre modèle nécessite beaucoup de cash. Et donc, peut-être qu'un jour ce cash sera à court, et donc malheureusement, on peut imaginer une fin plus rapide que prévu, non? Je sais pas si c'est envisageable. Non, ouais. Au risque d'en décevoir certains, c'est complètement écarté maintenant. Okay. Dans le sens où l'année prochaine, on sera rentable et qu'on a beaucoup moins de besoins capitalistiques que Luco. Nous, on vend une plateforme et un accompagnement. Là, on continue à investir, tu vois, dans la croissance, et on est rentable l'année prochaine, tu vois, tout en continuant à investir énormément dans la croissance et dans les nouveaux produits, nouveaux pays, tu vois. Donc, il y a aucun risque là-dessus. Je pense que Luco, déjà, c'est un business d'assurance. Nous, on a un business plus qu'on appelle SaaS. Dans les business d'assurance, il faut avoir quand même des volumes qui sont gigantesques pour commencer à envisager la rentabilité, ce qui n'est pas du tout notre problématique à nous. Tu as des besoins d'immobilisation capitalistique qui sont plus importants. Pour avoir pas mal regardé Luco, parce qu'à un moment, on avait envisagé de se rapprocher d'eux, c'est pas du tout les mêmes ratios économiques et les mêmes, tu vois, besoins de financement. Enfin, encore une fois, nous, l'année prochaine, on continuera à faire eux, ils ont un enjeu de risque, d'évaluation de risque qui est énorme. Que vous n'avez pas, vous gérez pas un risque, il n'y a pas de risque de dépenses et de remboursement de enfin vous n'êtes pas une assurance, quoi, tout simplement. Ouais, en fait les niveaux de marge sur les boîtes d'assurance, on s'en rend pas compte, mais ils sont extrêmement faibles, quoi. Et donc pour vraiment faire du revenu, il faut vraiment avoir fait beaucoup de volume. Donc tu as une prime aux existants qui est genre gigantesque, quoi. Bon. Et en fait, ce qu'ils ont découvert, je pense assez tard, c'est aussi que ils avaient un churn qui était très fort lié à l'absence de diversification de produits. Parce que quand tu vends l'assurance habitation, pour que les gens restent, il faut aussi leur vendre l'assurance auto et l'assurance machin, etc. C'est aussi pour ça qu'ils sont rapprochés d'Olivier, c'est que assurance, c'est que ça permet d'avoir l'habitation, l'auto, l'assurance auto, etc. au même endroit. Et là, tu diminues ton churn et tes ratios deviennent intéressants. Ouais. Ok. Et tu disais tout à l'heure, au risque d'en décevoir certains, ça me fait penser un peu à ta com. Un peu tendu ces derniers temps, et je pense à un message que tu avais adressé un peu avant l'été à tes confrères qui parfois s'inquiétaient de toi. Ça te vient d'où ce côté un peu acerbe, et ça intervient dans quel contexte? Ouais, ça vient d'un côté un peu joueur de foot qui aime bien mettre des tacles, quoi. Et qui va chercher la gagne, j'ai envie de dire. Ce qui m'énerve le plus, en fait, c'est que d'être sur un secteur où les gens sont pas très sympathique, pas très innovant, très ronronnant, très défense de son précaré et de l'immobilisme. Et ça me fait chier de pas avoir assez d'interlocuteurs marrants et d'excitation et voilà. Et donc parfois j'encaisse, tu vois, il y a quelqu'un qui m'envoie un message LinkedIn en disant j'étais à une réunion de tel truc, de tel syndicat, ils disent que Matera est en faillite, qu'est-ce qu'il en est vraiment, ou tu vois, je reçois des messages comme ça, etc. Et au bout d'un moment ça m'énerve, et moi j'essaie de dire aux gens et aux compétiteurs sur le secteur, c'est concentrons-nous sur l'expérience client. En plus, on a des trucs qui sont hyper excitants sur la rénovation énergétique des bâtiments. Genre, essayons d'innover et d'accélérer ces trucs-là et de régler les grands problèmes de notre époque, tu vois, plutôt que de se faire la guéguerre dans des tribunaux. Enfin, ça me paraît tellement délirant, mais voilà, ce qui m'attriste un petit peu et qui m'énerve, c'est cette absence d'innovation, d'investissement pour le client et de réponse aux grands enjeux de notre époque. Clairement. Et ce côté un peu cash dans ta com, c'est un truc que tu arrives à garder en interne aussi en tant que CEO, et tu arrives à prendre des décisions pas toujours populaires et à jouer ce rôle un peu de personnage qui doit pas être là pour brosser dans le sens du poil, mais qui est là pour faire avancer son bateau. Comment tu fais aussi la balance, tu vois, entre la nécessité d'être populaire parce que t'es le DG, parce que tu dois faire passer des idées et que les équipes doivent te suivre, et en même temps
être quelqu'un d'assez direct parce qu'on n'est pas là pour perdre trop de temps non plus, quoi. Ouais, en fait, je pense qu'il faut pas du tout infantiliser les gens et que les gens comprennent très bien la nécessité de parfaite exécution, de rythme, de besoins business, etc. Et en fait, moi, un truc que j'ai vu typiquement, on parlait de la transparence et j'y reviens. Quand on a dû prendre des décisions qui étaient difficiles pour la boîte sur réduire les investissements, se séparer de personnes, etc. Le fait qu'on ait été très transparent depuis le début et très transparent dans la période en fait où on a commencé à dire en fait on voit que les entreprises tech aux États-Unis commencent à se casser la gueule, ça va peut-être avoir des impacts sur la boîte et du coup on l'avait bien anticipé ce truc-là. Le fait qu'on soit très transparent sur les chiffres, les gens quand on a des décisions difficiles à prendre, elles sont beaucoup mieux acceptées parce que les gens savent d'où ça vient, les gens te font confiance et savent que c'est pour l'intérêt de la boîte au global. Donc, il y a encore une fois que de la vertu à la transparence et la transparence peut amener quasiment de la popularité pour répondre à ta question. Je pense que les gens aiment bien aujourd'hui un ton direct et franc et même où je montre parfois que je me confie sur des trucs que je fais pas forcément bien ou des trucs où j'ai des difficultés, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est apprécié. Tu vois, le mythe de l'entrepreneur héros où c'est grâce à lui qu'on crée de l'emploi, etc. Moi, je trouve que c'est des conneries totales. Et donc, voilà, faut montrer aussi des faiblesses, des doutes, ses faiblesses, son authenticité, quoi. Et exactement. Le rôle de CEO, c'est parce que toi, c'est là où moi je suis toujours un peu bluffé des gens qui n'ont pas d'expérience en dehors de leur propre boîte, parce que c'est quand même pas évident. Alors après, tu as peut-être fait des stages mais jamais en tant que CDI long terme et autres. Le job que tu as aujourd'hui, il ressemble à ce que tu imaginais en termes de rôle? Déjà, c'est un rôle qui a énormément évolué parce que on a dû recruter des gens, on a dû passer d'un truc où on exécutait beaucoup à un truc où on manage plus. Où à certains moments t'es dans la relation avec les investisseurs ou la relation avec les médias ou dans la gestion RH en interne. Enfin, tu vois, ça évolue quand même beaucoup entre une boîte où il y a 3 associés et une boîte où il y a 200 personnes. Je pense que c'est pas loin de comment je l'imaginais. Je pense qu'il y a certains trucs où je suis plutôt bon, certains trucs où je suis mauvais, mais il y a des trucs où j'aurais préféré où j'ai manqué d'expérience. Ouais, par exemple sur le management de personnes seniors. Je pense que j'avais la même approche que pour quelqu'un qui sortait d'école et c'était une connerie sans nom et j'ai beaucoup appris là-dessus. Il y a certains trucs où je sais qu'aujourd'hui j'ai plus d'expérience et je suis meilleur grâce à cette exposition en tant que CEO et en tant qu'entrepreneur. Comment tu fais pour entre guillemets pas t'améliorer mais évoluer toi à titre perso dans ce rôle qui, comme tu le dis, évolue énormément? Tu discutes beaucoup, tu rencontres du monde, tu bookines, comment tu te fais pour te remettre en question? Ouais, en fait, je bookine pas mal, je rencontre pas mal d'autres entrepreneurs. Il faut quand même être très capable de se remettre en question et d'accepter que tu fais pas tout bien et d'écouter les gens. Ce que j'ai pas toujours bien fait, je pense. Là, par exemple, moi j'ai une session de coaching qui va commencer avec un mec qui est le coach du CEO de Content Square. Donc, tu vois, je continue à vouloir m'améliorer. Que tu avais fait un appel d'offres public. Ouais, carrément. Et en fait, grâce à la BPI. C'est la BPI qui m'a dit j'ai vu ton post. Enfin, c'est la personne qui est à notre board qui m'a dit j'ai vu ton post. On a un programme pour ça. On a une personne qui serait super adaptée. Est-ce que ça t'intéresse? Et finalement, ça s'est fait avec lui. Ouais. Donc, encore une fois, cette transparence, cette ouverture sur un poste public a permis d'avancer super vite sur ce sujet et de trouver la bonne personne. Donc, c'est idéal. Coaching perso pour coaching d'organisation. Un peu des deux, parce que d'abord, il y a une petite phase d'audit interne où il va rencontrer les gens et comprendre comment fonctionne la boîte, etc. Et après, c'est beaucoup de coaching perso avec les C-level. Et canon. Et toi, t'en attends quoi de ce coach, d'ailleurs? Enfin, après, sans rentrer dans le détail, tu vois, de perso, mais t'imagines quoi comme impact ou comme output? J'en imagine un impact continuer à prendre du plaisir dans mon rôle, gagner en efficacité personnelle, en organisation personnelle, j'ai envie de dire, et gagner un petit peu aussi en leadership et en capacité d'entraîner les équipes continuellement, etc. Même si c'est pas le truc où je suis le plus mauvais, mais même, tu vois, peu importe les personnes et en interne ou en externe, de continuer à inspirer peut-être plus de stabilité et d'inspiration pour la suite, quoi.
Bon, c'est un vaste programme, hein, mais bon, on n'a pas encore commencé à suivre. Bon, merci pour ces premiers feedbacks. On passe aux questions un peu plus rapides, si ça te va. Yes. Quelle est la chose dont tu es le plus fier, toi, aujourd'hui? Pro ou perso, d'ailleurs? Une des deux choses dont je suis le plus fier, c'est le feedback de salariés en interne qui me disent je pensais jamais pouvoir être heureux en entreprise et que j'ai découvert ça chez Matera, ou là, il y a un Maxence qui se barre chez Alan qui me dit pendant 3 ans l'environnement que vous avez créé et la culture d'entreprise que vous avez est extraordinaire, et ça me touche moi particulièrement et j'en suis particulièrement fier. Et le deuxième aspect, c'est l'impact qu'on a sur le quotidien des gens en leur faisant faire des économies, en leur permettant de retrouver de la transparence et de la communication avec leurs voisins, sur l'efficacité dans la résolution des problèmes qu'ils peuvent avoir. Tu parles de côté client, oui. Des problèmes côté client. Ça, en fait, j'ai toujours voulu faire un peu de politique et je trouve que c'est une bonne manière de faire de la politique et c'est très aligné avec mes valeurs, et donc j'en suis particulièrement fier. Bon, canon. Côté perso, t'es père de 2 jeunes enfants. Comment on fait pour gérer son équilibre vie pro, vie perso? Et d'ailleurs, est-ce que c'est une chimère? Est-ce que c'est quand on est quelqu'un comme toi qui gère des projets comme tu gères, quelque chose qui fait partie du rêve ou qui peut être une réalité? Écoute, je pense que ça peut être parfaitement une réalité. Je suis assez mal à l'aise quand on dit voilà, t'es dirigeant, donc tu dois tout le temps être pris, donc pas avoir de temps pour les enfants. Je pense que c'est assez faux, et je pense que c'est même l'inverse, dans le sens où quand t'es entrepreneur, tu peux aussi un peu adapter ton emploi du temps comme tu le souhaites, beaucoup plus que d'autres personnes qui sont plus contraintes. Et donc je pense pas que ce soit une chimère, je pense pas que je l'ai atteint du tout non plus, et je pense que je pourrais être meilleur là-dedans, mais il faut démythifier l'entrepreneur qui n'a pas de temps à rien, qui est trop occupé, etc. Ouais, exactement, franchement. Ok. Et t'as une orga perso, des routines, disciplines de vie qui te permet de compartimenter ou de réussir à mener de front tout ce que t'as à faire? Non, je le fais très mal. Et des choses qui t'aident, une méthode ou justement. Je le fais très mal et je suis un très mauvais exemple là-dedans. D'où le coaching d'ailleurs, tu disais. D'où le coaching, ouais, exactement. Ouais. Il y a une période de ma vie où j'y arrivais très bien. C'était pendant le Covid, quand j'étais confiné à Lacanau, à côté de Bordeaux, où j'avais un coach aussi là-bas, et j'allais courir à 7h du matin avec les biches et les sangliers. Enfin, j'étais hyper organisé, c'était super bien, j'étais super productif, etc. Et déconfinement, bam, je retourne à Paris, j'ai pas toutes les bonnes habitudes, et je suis retombé dans une spirale où en fait je fais tout en même temps. Je suis assez bon en fait pour multitasker, mais du coup je suis assez mauvais dans juste passer 2 heures sur un problème, et c'est une frustration personnelle. Bon, est-ce qu'il y a une boîte que tu aurais aimé lancer toi-même dans l'écosystème, une boîte qui t'inspire dans son exécution ou dans son projet? Dans l'exécution, en fait, il y a une boîte qui s'appelle Front. Je sais pas si tu vois ce que c'est. La gestion du support mail. Ouais, exactement, ouais. J'ai l'impression que de Mathilde Collin, ouais. Mathilde Collin, ouais. En fait, j'ai l'impression que dans l'exécution et dans ce qui dégage, c'est des monstres, c'est des machines de guerre, et la boîte a un potentiel qui est extraordinaire. Donc, eux, ils sont particulièrement inspirants. Après, c'est pas le produit non plus qui me fait le plus rêver, hein, parce que c'est quand même de la gestion d'email pour du support. Mais tout le monde dans la boîte, par exemple, trouve que leur produit est extraordinaire. Moi, je trouve que la manière dont elle communique, Mathilde, est super positive. Tu vois, elle avait dit pour son deuxième enfant, elle se barrait pendant 6 mois, ciao les équipes. C'est une boîte qui a des maîtrises qui sont assez extraordinaires. Donc, Front, je pense que c'est une boîte qui est vraiment inspirante. Voilà. Bon, mais très bien. Est-ce qu'il y a un truc vis-à-vis de Matera, un truc que tu aurais aimé réaliser plus tôt? Bon, tu l'as dit un peu tout à l'heure sur la partie gestion du cash, mais je sais pas s'il y a d'autres choses qui te viennent. Ouais, en fait, je pense qu'il y a un truc que j'aurais aimé faire plus tôt, c'est se diversifier plus tôt, parce que en fait, on a essayé je me rappelle de plein de réunions où on dit mais en fait Doctolib fait comme ça, parce qu'en fait tu vois c'est du SaaS sur une certaine verticale. En fait eux ils font un calendrier pour les médecins, et ils ont réussi à scaler sur des centaines de millions d'ARR sur le calendrier pour les médecins, tu vois. Et donc nous on s'est dit en fait il faut qu'on fasse la même chose sur notre produit, c'est rester monoproduit et le faire à la perfection pour que on scale vraiment notre revenu, alors que en fait le parallèle a ses limites, et je suis assez convaincu aujourd'hui que le potentiel de Matera réside plus dans la proposition d'un écosystème que d'un produit unique. Et du coup, j'aurais bien aimé diversifier plus tôt si c'était à refaire, je pense. Est-ce qu'il y a une rencontre que tu as faite ces quelques dernières années qui t'a marqué, quelqu'un qui t'inspire particulièrement?
Quelqu'un qui m'inspire particulièrement. En fait, je vais dire un truc. Donc, je disais pas mal que dans l'immobilier, il y a des gens qui se regardent le nombril, assez corporatistes, etc. Et en fait, il y a quand même, pour moi, un mec qui a une voix qui détonne un petit peu, qui a une forme de noblesse que je trouve marrante et qui a une indépendance d'esprit, en tout cas, qui est intéressante. C'est un mec qui s'appelle Henri Buzicazo. Bref, c'est pas important, mais c'est quelqu'un qui était chez Foncia, était à la FNAIM, a fait toute sa vie dans l'immobilier, dans les grands groupes, et qui aujourd'hui a une forme d'indépendance d'esprit et de liberté qui est assez inspirante. Et je trouve que ça détonne pas mal dans ce milieu qui est très corporatiste, où tout le monde se serre les coudes, peu importe quel est l'intérêt du consommateur et l'intérêt de notre génération. Donc c'est un mec que j'aime bien, quoi. J'aime bien suivre. Est-ce qu'il y a une app dans ton tel que tu recommanderais à tout le monde d'avoir? En dehors de Matera, s'il y en a une qui existe. Ouais, il y a une app Matera, ouais. Il y a une app que j'ai supprimée, dont j'ai supprimé les notifications, et ça m'a changé un peu la vie. Donc j'avais Slack et j'avais les notifications de Slack, et j'ai supprimé ça de mon tel, et depuis, j'ai quand même de la liberté, quoi. Beaucoup plus de liberté sans être moins productif, etc. Donc ça, je recommande de supprimer Slack. Non, il y a une boîte que j'aime bien et que j'utilise assez souvent, c'est Getaround. Enfin, je parlais tout à l'heure de Drivey, c'est ça. C'est un truc qui me paraît assez évident de pouvoir louer sa voiture entre particuliers et etc. Et je trouve qu'ils ont un produit, enfin ils ont une app qui fonctionne bien, un produit qui fonctionne bien. Tout le monde a les mêmes intérêts en fait que ça se passe bien et que du coup, je sais pas, c'est un modèle que j'aime bien, qui a un peu du mal, je crois, à scaler, mais c'est voilà, une app que j'utilise beaucoup et pour faire le dernier kilomètre en train, quoi. C'est assez pratique, ouais. Est-ce qu'il y a une personne qui évolue dans le monde de la tech ou dans l'entrepreneuriat ou dans l'innovation en règle générale que tu me recommanderais d'avoir à ce micro? Qui aurait un parcours un peu inspirant? Ouais, alors, attends, laisse-moi réfléchir 2 minutes. Mathilde Collin, non? Franchement, j'en rêve, mais je crois qu'elle est très modeste dans sa com. Mais je vais utiliser ta recours. Moi, j'aimerais l'entendre plus. Donc, si t'arrives à je dirais qu'il y a des centaines de personnes qui m'ont dit qu'il fallait l'entendre plus. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné dans ta vie jusqu'ici qui s'est avéré très utile? Mes parents, bref, ils avaient leur profession, mais ils ont aussi voulu lancer un restaurant italien dans le 17e pour le fun, quoi. Ouais, dans le 17e, rue Legendre. Et en fait, ma mère, elle a toujours dit c'est cool de lancer un restaurant, mais bon, il faut quand même pas mettre la clé sous la porte du jour au lendemain. Et du coup, il faut aussi acheter les murs du local, quoi. Il faut pas juste acheter le fonds de commerce, mais acheter les murs aussi. Et je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce truc-là me résonne pas mal en moi, c'est de dire en fait, il faut pas se contenter de faire des trucs à la surface, mais il faut vraiment aller au bout des choses et de vraiment construire des fondations qui sont solides et structurelles, etc. Et quand on fait un truc, on y va à fond et on le fait bien et on se met aussi des sécurités. Ouais, exactement. Ouais, il y a un enjeu Ouais, ça résonne pas mal en moi parce qu'aujourd'hui on a vendu le fonds de commerce, on a encore les locaux, tu vois, les murs du commerce, on loue le truc. Et tu sais que c'est un truc que t'as au cas où il doit y avoir une tuile ou je sais pas. Voilà, exactement. Ouais. Tu ferais quoi comme taf si t'avais pas Matera aujourd'hui? Ouais, je suis footballeur, je pense. Oui, pareil, t'avais un bon rêve. J'aurais adoré être footballeur. Non, je ferais de la politique, je pense. Je pense que je ferais de la politique, ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun parti qui m'inspire outre mesure aujourd'hui. Bon. Est-ce qu'il y a un son qui t'inspire, en revanche? Est-ce qu'il y a un son que t'écoutes en boucle ou que tu pourrais écouter en boucle? Écoute tout l'album de l'école du micro d'argent d'Ayam. Pour moi, je peux l'écouter. Reste une référence. Ok. Des centaines de milliers de fois sans m'en lasser, ouais. Tu peux nous dire un truc sur toi que les gens seraient surpris d'apprendre? En fait, ça rejoint ta question de tout à l'heure, c'est que ma quantité de travail n'est pas supérieure à la moyenne de la quantité de travail des gens dans la boîte. Oh, j'exagère peut-être un petit peu, mais c'est quasiment pas ça. Loin. C'est-à-dire, mais pas loin. C'est-à-dire qu'il faut pas surestimer c'est peut-être un peu plus de charge mentale, etc. Mais quand on arrive à structurer une équipe, à structurer une boîte, etc., il faut pas. Et d'ailleurs, je trouve que Elon Musk, enfin, je me comprends pas du tout à Elon Musk, hein, mais je dis juste que c'est un bon exemple, c'est que le mec, il arrive à gérer 3-4 boîtes en même temps et personne n'en est surpris, etc. Et en fait, c'est aussi parce que quand tu as des équipes qui sont super fortes en interne, etc., tu peux vachement te reposer sur elles et penser à d'autres trucs, etc. Et donc,
voilà, il faut pas, C'est plutôt bon signe. faut casser ce mythe de l'entrepreneur qui est tout le temps busy et qui a 10 000 trucs à faire. C'est pas vrai. C'est plus complexe que ça. Ok. Il y a une habitude que tu essayes de prendre ou au contraire d'arrêter en ce moment? Une habitude que j'aimerais arrêter, c'est en fait une habitude que j'aimerais prendre, c'est arriver à me poser plus sur un même sujet stratégique pendant un certain temps, sans aller voir les notifications Slack, sans aller discuter avec quelqu'un. Ouais, exactement. Et c'est vrai sur la lecture, c'est vrai sur la réflexion sur des sujets stratégiques, c'est vrai sur la rédaction d'articles ou de notes en interne, etc. De clusteriser un peu plus les choses, peut-être. Ouais, carrément. Okay. Il y a un bouquin justement qui t'a marqué, que tu nous recommanderais? Moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup le XXe siècle et j'aime beaucoup des bouquins un peu historiques. Franchement, les trucs genre les mémoires de De Gaulle, les mémoires de Churchill, je trouve c'est des trucs que t'apprends tellement, c'est tellement extraordinaire comme parcours, c'est des époques qui sont géniales à découvrir et à comprendre et c'est tellement bien écrit. Enfin, tout le monde devrait lire les mémoires de De Gaulle et Churchill et c'est hyper intéressant. Enfin, ouais, bon, c'est des bouquins. Je note. Jamais attaqué ces pavés. Ah bah, dernière question. En vrai, ça se lit bien. C'est pas trop. Ouais, je veux bien te croire. Ouais. Et en plus, tu comprends les trucs d'aujourd'hui, même si ça paraît loin, à mon avis, parce que finalement, c'est pas si éloigné que ça. Dernière question pour toi. Après, j'arrête de t'embêter. Mais est-ce que si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait avoir ton parcours, tu lui dirais quoi? En fait, je lui dirais deux choses. C'est premièrement, vraiment pense par toi-même. C'est-à-dire, n'écoute pas ce que les gens disent à propos de quelque chose, mais va te faire ton propre avis personnel. Et si c'est pour lancer une boîte, en l'occurrence, va écouter des clients et va écouter les problématiques des gens concrètes et essaie de construire quelque chose par rapport à ça, pas ce que les gens en disent, quoi. Et ça, tu gagnes déjà beaucoup d'avance sur tout le reste. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est exécute, quoi. Avance, fais quelque chose. Parce qu'on a beaucoup tendance, même je le vois en interne, à réfléchir à des sujets, à créer des notes, à envisager des choses, etc. Mais le nombre de personnes qui font le pas d'après de effectivement lancer un test, exécuter, produire quelque chose, il est beaucoup plus limité. Et en fait, t'as vraiment un goulet d'étranglement entre les deux. Donc, ce serait vraiment avance, exécute, fais quelque chose, saute le pas. Donc, fais-toi ton propre avis personnel et fais concrètement quelque chose par la suite. Et bien, sur ces bonnes paroles, on s'arrête là. Merci, Raphaël, pour cet échange et pour ce partage d'expérience. C'était canon de t'entendre. Et ben, avec grand plaisir et merci de m'avoir invité encore. Hyper inspirant. À bientôt. Salut. À toutes. Salut. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à suivre le compte Innovation Leaders sur LinkedIn et Instagram, mais pensez aussi à vous abonner à notre newsletter sur innovationleaders.live pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve dans 2 semaines. À très vite.